Bienvenue à tous pour ce dernier webinaire des journées de l'IA. Donc, aujourd'hui, le thème, ce sera l'impact de l'IA dans le droit, nouveau cadre légal, conséquences et craintes. Et donc, on va faire une rapide présentation et ensuite on présentera notre invité. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est évidemment omniprésent aujourd'hui dans le domaine juridique, au cœur de tous les convoitises, mais également au cœur de tous les fantasmes, en faisant à la fois rêver et peur. Et donc, il y a de nouveaux métiers qui sont destinés à disparaître à cause de l'IA, mais aussi de nouveaux à apparaître. Et le milieu professionnel du droit lui-même n'est pas rassuré quant aux applications d'une telle technologie. Mais ce qui est palpable aujourd'hui, c'est que le monde légal, donc qui est un milieu plutôt de tradition et de valeurs ancestrales, va être amené coûte que coûte à évoluer grâce à ces nouvelles technologies. Ces technologies ne sont pas forcément disruptives, elles sont parfois raisonnées. Donc l'IA va certes amener de nombreux bouleversements, mais les juristes sauront y faire face. Donc tout l'enjeu sera de faire en sorte que ce soit l'IA qui soit investie par les juristes et non l'inverse. Donc car l'IA va ouvrir et peut ouvrir de nombreuses perspectives pour les professionnels du droit. Et donc, avec nous aujourd'hui pour décrypter le sujet, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Thomas Cassuto, magistrat conseiller à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit et vice-président de l'Institut Présage. Monsieur Cassuto, la parole est à vous. Bonjour, bonjour Juliane, bonjour Pierre, merci pour votre invitation. Alors, nous devions être plusieurs intervenants, je me retrouve un petit peu tout seul, mais j'en suis ravi en tout cas, puisque effectivement, l'intelligence artificielle dans le domaine du droit est un sujet qui est apparu à la fin de l'année 2015 à peu près avec une actualité assez forte et il s'est développé très très rapidement puisque au cours de l'année 2016, on a vu le nombre d'articles de publication sur ce sujet augmenter très fortement. Alors, avant d'essayer de balayer un certain nombre de problématiques liées à l'intelligence artificielle dans le domaine du droit et le droit dans le domaine de l'intelligence artificielle, je voudrais juste vous soumettre un petit peu ce paradoxe. Vous connaissez tous la loi informatique et liberté de 1978 qui a posé un petit peu les règles sur le traitement des fichiers de données personnelles. Loi qui a été renouvelée par la transposition du règlement sur la protection des données personnelles adopté par l'Union européenne. Et en particulier, l'article 120, je vais pas vous citer trop de textes, mais simplement pour vous donner une référence, donc l'article 120 qui prévoit qu'aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel. Si vous prenez l'exemple d'un excès de vitesse, hein, le radar flash, l'image est transmise à un centre de traitement et automatiquement, si l'image est de bonne qualité, eh bien, l'amende va vous être notifiée et derrière ce mécanisme, hein, il y a un outil d'intelligence artificielle pour reconnaître la plaque d'immatriculation. Eh bien, si recevant cette amende, vous allez payer immédiatement et que vous cliquez sur je reconnais et je paye, eh bien, vous aurez plaidé coupable une infraction à caractère pénal qui aura été traitée essentiellement par l'intelligence artificielle. La personne, hein, l'homme, intervenant que de manière extrêmement marginale pour valider ou invalider certaines images de piètre qualité. Donc, on a effectivement cette immixtion de l'intelligence artificielle dans notre vie et y compris dans des processus judiciaires et notamment pénaux. Donc, ce que je vous propose, c'est de balayer un petit peu ces sujets, de voir comment est-ce qu'on commence à aborder l'intelligence artificielle et puis quels sont un petit peu les enjeux. Donc, je vous propose de partager quelques slides. Ce sera peut-être plus intéressant que… est-ce que ça marche là? Est-ce que vous avez le Il y a premier une page slide? web qui est ouverte. Non, alors c'est pas celle-là. On avait répété, mais… Évidemment. Il y a juste la Évidemment, page web, alors, qui t'a fermé. je vais recommencer. Voilà. Là, c'est bon normalement. Parfait. Okay. Voilà.
Donc, on va repartir un petit peu de la base. Hein. Les juristes aiment bien poser des définitions. Il faut toujours définir les objets que l'on va traiter, hein, les sujets. Alors, en matière d'intelligence artificielle, effectivement, tout le monde connaît la définition ou le test d'intelligence posé par Alan Turing dans les années 50, dans son célèbre article Computing Machinery and Intelligence, qui vise en fait à mettre un être humain en confrontation avec un système automatisé, et de voir si l'intelligence artificielle est au moins aussi performante que l'être humain. Alors, on a débuté avec des systèmes assez simples, et puis depuis nombreuses années, on a enrichi ces systèmes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la Commission pour l'enrichissement de la langue française, encore une commission, comme on sait bien les créer, a défini l'intelligence artificielle comme notamment, hein, mais comme une science cognitive. Hein. Donc, on est d'abord dans la compréhension des choses, des objets, plus que dans la dimension traitement informatique ou algorithme. Et c'est ça qui est important, parce que ça va déterminer, j'y reviendrai, un des enjeux essentiels notamment du modèle, hein, qui sous-tend l'algorithme et donc le fonctionnement de l'intelligence artificielle. L'autre aspect important dans la définition, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est un certain nombre de concepts, hein, les algorithmes, le deep learning, etc. Et que, en fait, la définition de l'intelligence artificielle, elle est plurielle, parce que elle se développe à travers les usages, hein, que l'on en fait, et les différents niveaux de développement de cette intelligence artificielle. Alors, elle se développe dans les transports, dans l'énergie, dans les objets connectés, en matière de santé, évidemment dans le domaine que je connais un petit peu mieux, que celui de la police et de la justice, ou encore de la défense. Et de manière assez pragmatique, la Commission européenne, en 2008, donc dans une communication sur l'intelligence artificielle, a n'a pas apporté une définition, je dirais, extrêmement nouvelle, mais elle s'est surtout attachée à apporter un certain nombre de définir des critères qui permettent d'évaluer l'intelligence artificielle et de permettre son développement harmonieux au sein de l'Union européenne, et aussi dans les rapports entre les entreprises, les individus de l'Union européenne et les États tiers. Donc, cette définition plurielle, elle est extrêmement importante, et on peut effectivement, parce qu'il y a un certain nombre d'usages, considérer la notion de système algorithmique d'aide à la décision. C'est ce qui pose très certainement le plus d'interrogations, notamment dans les domaines que j'évoquais. Ce qu'il faut voir, c'est que dans son volume, hein, l'intelligence artificielle ne traite peut-être pas essentiellement de données personnelles. On a à l'idée des structures qui traitent énormément de données personnelles, des entreprises commerciales qui font de la publicité, qui gèrent des réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de les nommer, mais parmi les plus grandes structures qui utilisent de l'intelligence artificielle et qui traitent des données, elles ne traitent pas des données personnelles. Je pense par exemple à la NASA, qui en permanence balaye le ciel et collecte des informations, des images à très haute définition. C'est très lourd en traitement de données, c'est très lourd en puissance de calcul. L'industrie pétrolière, la recherche pétrolière traite aussi des grands volumes. Tout ce qui est simulation, y compris par exemple sur le terrain nucléaire, effectivement, consomme beaucoup de données et consomme beaucoup de puissance de calcul. Donc, l'intelligence artificielle, effectivement, à travers ce contraste, on voit qu'elle a des usages qui sont pluriels et que les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Alors, si on veut appréhender d'une manière un petit peu plus juridique l'intelligence artificielle, il faut toujours se situer à différents niveaux, ayant d'abord à l'idée que, en tout cas,
j'insiste assez fortement là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de vide juridique. C'est-à-dire que quand on a l'impression qu'il n'y a pas de législation dans ce domaine, il y a toujours un cadre juridique. Après, on peut estimer qu'il est plus ou moins adapté, mais il faut éviter d'évoquer la notion de vide juridique. Donc, il faut raisonner par rapport à différents niveaux. Il y a d'abord celui de l'Union européenne, qui se conçoit d'abord comme un marché, hein, un marché unique, qui doit promouvoir la compétitivité, la concurrence et la libre entreprise et protéger un certain nombre de valeurs. Et la charte des droits fondamentaux, qui a été intégrée par le traité de Lisbonne dans le bloc de constitutionnalité, intègre effectivement comme principe fondamental la protection des données personnelles. Donc l'intelligence artificielle n'est pas, je dirais, dans le droit primaire de l'UE visée, mais elle l'est indirectement à travers la protection des données personnelles. Par ailleurs, dans les différents textes qui commencent à être élaborés, mais qui restent de la soft law, l'Union européenne met en avant la notion d'accountability, c'est-à-dire le fait de rendre des comptes, et pardon pour l'anglicisme, mais qui vise à responsabiliser effectivement les acteurs, parce qu'une régulation, je dirais, globale, hein, générale en matière d'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est très difficile à, à- à définir et à développer. Il faut ensuite s'intéresser au Conseil de l'Europe. Alors, le Conseil de l'Europe, c'est un petit peu ce concurrent strasbourgeois à l'Union européenne, le Conseil de l'Europe qui regroupe 43 États membres, qui adoptent des textes qui sont très importants, notamment pour ce qui est de la coopération avec les États non membres de l'Union européenne. Et le Conseil de l'Europe a dernièrement adopté des lignes directrices qui visent à encadrer et à promouvoir un encadrement de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Puis au niveau national, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est très important, la loi informatique et liberté a effectivement adopté, enfin, prévoit un certain nombre de dispositions qui ont un impact sur, je dirais, l'approche juridique qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle. On a également la loi sur la République numérique, plus récemment la loi sur l'open data, qui ont nécessairement un impact. Je vous donne un exemple. À partir du moment où le législateur dit toutes les décisions rendues par les juridictions doivent être accessibles librement, gratuitement, eh bien, cela ouvre la possibilité de les traiter massivement et d'en extraire des données parfois personnelles et qui sont critiques, hein, le nom des parties, le nom des magistrats, des avocats, des personnels de justice, et puis des données qui sont beaucoup moins critiques, qui sont par exemple sur une problématique juridique donnée, la solution, hein, ou un canevas de solutions qui aura été donné, par exemple le montant d'une indemnisation sur des dommages corporels, sur des préjudices moraux, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont d'actualité. Et dans ce cadre qui n'est pas encore parfaitement structuré, eh bien, il y a la notion d'éthique qui joue un rôle. Qui est très relative, hein, puisque voilà, ce sont des règles que l'on peut s'imposer, partager, qui ne connaissent pas de frontières, qui sont en général développées au regard de la finalité de l'usage, mais également des modalités de construction de l'intelligence artificielle. Et donc, ce sont un petit peu des repères, en tout cas pour nous, Européens, qu'il faut avoir. Voilà un petit peu ce cadre. Alors, ce n'est pas un contexte finalement très nouveau, hein. Quand on a introduit le chemin de fer, on s'est posé un petit peu les mêmes questions. Faut-il de l'IA ou ne faut-il pas de l'IA? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? On s'est posé la même question également avec l'émergence des biotechnologies. On nous a annoncé une révolution pour la santé, pour la médecine. On allait prédire les maladies, on allait pouvoir apporter des thérapies géniques. Et puis on voit que 30 ans après, on a fait des avancées, mais moins rapides que prévu. Et autant on avance, autant on découvre le champ de nos ignorances et l'ampleur du travail qui reste à accomplir dans ce
dans ce domaine. Alors, deuxième, peut-être troisième plutôt aspect sur lequel je vais insister, c'est la représentation des systèmes autonomes. C'est très important parce que ça va permettre de situer l'homme dans le rapport à l'intelligence artificielle et quel que soit le domaine dans lequel on se situe. On pourra prendre autant d'exemples que vous le souhaitez. Il y a un schéma, c'est le schéma OODA, qui est qu'un système autonome, pas un système automatisé, il y a une différence entre ce qui est automatisé. On a le système automatisé, c'est le métier Jacquard. On a une carte perforée et puis la machine, elle exécute un programme répétitif et au fur et à mesure, on a un tissu qui se crée. Dans le système autonome, il y a quatre aspects. Donc, l'aspect d'orientation du système. Donc, rechercher une cible, par exemple. Ensuite, observer, c'est-à-dire identifier une cible et pouvoir la définir comme telle. Et puis ensuite, une phase de décision. Est-ce que cette cible est hostile ou pas? Comment est-ce qu'on la traite? Et à partir du moment où on a décidé de la traiter, on passe en mode action. Alors, c'est un modèle qui en fait fonctionne depuis très très longtemps avec plus ou moins de succès. On peut l'illustrer avec deux, trois exemples qui sont assez significatifs. Vous avez peut-être à l'esprit la destruction d'un avion sud-coréen par l'aviation soviétique. On a effectivement un schéma de ce type-là, et à partir du moment où il est décidé d'agir, à partir d'un système qui aide à la décision, c'est-à-dire qui détermine est-ce qu'il s'agit d'un avion hostile, un avion de surveillance ou bien d'un avion civil, et qu'est-ce que l'on apporte comme réponse? Une fois qu'on l'a engagé, c'est parti et le missile va le détruire, et en l'occurrence, a détruit un avion civil. On a eu la même chose avec, à peu près à la même époque, un avion iranien abattu par l'US Navy. Et puis tout dernièrement, on a eu l'exemple d'un avion canadien abattu par la défense antiaérienne iranienne, et on a toujours ce schéma. Après, il est plus ou moins autonome, et c'est là où effectivement le rôle de l'homme est intéressant, parce que il peut se situer à différents niveaux. Il peut se situer dans la boucle. Il peut se situer dans la boucle à n'importe quel moment, c'est-à-dire il peut laisser le système fonctionner, chercher des cibles, les observer, les définir, hostiles ou non hostiles, et à un moment donné, c'est l'homme qui va décider. La machine propose une action, l'homme décide, et ensuite, une fois qu'il a décidé, l'action est engagée. Il peut se situer bien en amont en disant je mets en route le système, il est parfaitement autonome et je le laisse piloter entièrement jusqu'à la décision finale, c'est-à-dire que j'ai tellement confiance en lui que, quoi qu'il arrive, c'est le système qui va identifier une cible, va l'observer, déterminer s'il doit agir ou pas, et puis, in fine, la détruire. Et puis, alors, ça paraît extrêmement brutal, mais dans certaines situations, c'est considéré comme un nécessaire, dans l'hypothèse où, par exemple, le temps de réaction humain est trop important pour décider d'une réaction. Alors, ça s'applique dans des situations très, très particulières, mais c'est une problématique qui est réelle. Et donc, il y a, in fine, la question du on-off, où est-ce qu'on place le bouton marche-arrêt? Est-ce qu'on le met au départ, auquel cas le choix humain il est très simple, ou alors est-ce qu'effectivement, à tout moment, l'homme peut intervenir? Donc, il y a l'homme dans la boucle, il y a l'homme sur la boucle, c'est-à-dire que l'homme est présent un petit peu partout, et puis il va choisir à un moment donné d'intervenir ou de ne pas intervenir, un peu comme dans l'exemple que je citais tout à l'heure sur les contraventions. Et puis il y a le système totalement autonome, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a activé le système dans sa version autonome, il est
il est totalement libre de l'ensemble de ces actes. Voilà un petit peu, je pense que c'est un schéma très simple, mais qui permet de bien se représenter qu'est-ce qu'un système autonome, y compris d'aide à la décision, voire même de prise de décision. Autre problématique que j'évoquais tout à l'heure, c'est le traitement des données personnelles. Alors, effectivement, dans l'intelligence artificielle, j'ai bien marqué que dans certaines situations, il n'y avait pas de traitement automatique de données. Et lorsque la NASA explore le ciel et traite des images pour rechercher des nouvelles planètes, des nouvelles galaxies ou traiter un petit peu le contenu même de l'espace, il n'y a pas d'implication pour les données personnelles. En revanche, dans un traitement, je dirais, qui nous est plus familier, que ce soit sur des réseaux sociaux ou que ce soit en matière de santé, de transport, et sans doute dans le pilotage des véhicules, hein, demain, de véhicules autonomes, sinon automatiques, eh bien, le traitement des données personnelles va être important. Il va être important dans la conception de l'outil, mais il ne va pas être essentiel parce que c'est le modèle qui est décisif. Il va être important dans son fonctionnement, notamment dans la dimension d'apprentissage profond. Et c'est ce qui a fait dire, je pense, que la donnée était l'or noir de l'intelligence artificielle parce que, par un raccourci peut-être un peu rapide, on a considéré que plus on avait de données, plus eh bien, on allait développer des systèmes d'intelligence artificielle performants. Je pense que c'est réducteur, si ce n'est erroné, parce que ce qui compte avant tout, c'est bien le modèle. Si je reprends un petit peu notre schéma de tout à l'heure, donc si on examine le cadre juridique qui s'applique à la donnée personnelle et qui quand même est essentiel, hein, c'est d'abord un niveau de droits fondamentaux, le niveau des droits fondamentaux, donc au niveau de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux, le Conseil de l'Europe, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit un principe, le principe fondamental du droit à la vie privée. Et donc, il faut arbitrer entre l'utilisation qui peut être faite des données personnelles, avec une perception individuelle qui peut varier en fonction des cultures, en fonction des âges, en fonction aussi de l'intérêt des usages socio-professionnels qu'on peut avoir, la mise à disposition de ces données personnelles et donc du laisser-faire de leur exploitation. La Constitution également intègre sous l'angle du droit à la vie privée, évidemment la protection des données personnelles. La loi de 78 a quand même un caractère aussi fort, hein. Elle a fait de la protection des données personnelles un principe fondamental. Et on va le décliner à travers le règlement général de la protection des données personnelles, qui est en fait un volet d'une réglementation, puisque l'autre volet, ça va être l'utilisation par les autorités de l'État à des fins notamment de police et de justice. Mais le règlement général du RGPD a introduit un cadre harmonisé, très protecteur, hein. Il est orienté vers la protection des droits des citoyens, pour permettre de garder une maîtrise de ces données personnelles ou d'être informé, ça c'est un aspect très important, de toute compromission de ces données personnelles. Il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est le cadre entre l'Union européenne et les USA, puisqu'en fait, nous en sommes au troisième cadre juridique, les trois ayant été annulés par la Cour européenne par la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'effectivement, elle a considéré que les garanties offertes par les États-Unis n'étaient pas suffisantes, hein. On a un cadre juridique qui permet le transfert de données vers des États tiers lorsqu'ils présentent des garanties de protection pour les données personnelles qui est suffisant. Là, en l'occurrence, il y a eu des accords cadres.
le Data Shield, le Data Harbor, etc. Il y a un certain nombre d'instruments et à chaque fois, la Cour est venue derrière dire, notamment à l'occasion, toujours, il y a un citoyen irlandais, un citoyen allemand, mais qui est très, très actif dans ce domaine, puisqu'il y a plusieurs arrêts qui portent son nom, qui fait en sorte que la Cour de Luxembourg soit saisie et qui a à chaque fois sanctionné effectivement la faiblesse de cet accord à travers le manque de garantie de la protection des données personnelles. Et ça pose un principe qui est moins visible, mais qui est extrêmement important et fort quand on traite d'intelligence artificielle et de traitement des données personnelles, c'est la souveraineté de la donnée personnelle. C'est-à-dire que l'Union européenne fait en sorte que les citoyens européens conservent un droit sur les données personnelles et donc il y a une souveraineté des États membres et de l'Union européenne sur ces données personnelles lorsqu'elles sont sur le territoire national ou sur un territoire européen. Donc elles ne peuvent pas librement circuler et à partir du moment où elles sont stockées en Europe, eh bien, elles sont soumises à cette réglementation. Et c'est quelque chose de très important parce que ce cadre, il est contraignant pour tous les acteurs de l'économie numérique et en particulier pour ceux qui veulent traiter de l'IA parce que si l'on veut exploiter de la donnée, eh bien, on ne peut pas la faire dans tous les sens. On peut peut-être aller chercher de la donnée à l'extérieur, mais on ne peut pas mettre à disposition de la donnée européenne à l'extérieur. Et donc, pour une économie de marché, ça peut avoir des conséquences très importantes. Ce que je voulais dire également, c'est qu'au-delà du traitement de la donnée personnelle, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui est important, c'est le modèle de l'algorithme. Lorsqu'on conçoit un modèle d'intelligence artificielle, enfin, un outil d'intelligence artificielle, on se dit, bon, on va essayer de récupérer un certain nombre de données, on va vouloir lui faire faire un certain nombre de choses, mais la question, c'est comment on va lui faire réaliser cette opération. Et on le voit que dans un certain nombre de domaines, il y a des limites. Dans le domaine de la justice, on peut, dans une certaine mesure, modéliser une décision. Comment le juge parvient à une décision, c'est le fameux syllogisme. On part de la règle de droit, on qualifie les faits et ensuite on détermine la solution. Sauf que dans ce schéma, eh bien, les situations sont rarement simples parce que la loi évolue, parce que la sensibilité des uns et des autres va évoluer, parce que les éléments factuels sont extrêmement variables. Et que donc, si l'on veut affiner ce modèle, eh bien, et c'est là où la dimension cognitive de l'intelligence artificielle est très intéressante, et qu'il faut comprendre effectivement qu'est-ce que sous-tend le processus décisionnel pour développer un modèle de plus en plus complexe. Ça nécessite donc une capacité d'évaluer un système algorithmique d'aide à la décision, le fameux SAD que j'évoquais tout à l'heure, avec une grille de lecture que l'on peut définir à partir d'un certain nombre de paramètres qui peuvent être complétés. Ça n'est absolument pas exhaustif. Par exemple, la légitimité des moyens et de la finalité. Je pense que c'est quelque chose de très important. Pourquoi est-ce qu'on met en œuvre un outil d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pour manipuler l'opinion ou est-ce que c'est pour poser un diagnostic à partir d'une image médicale? On voit bien que les finalités ne sont pas les mêmes. Et quels moyens, effectivement? Est-ce que l'on va collecter massivement des données sans trop regarder le contenu de ces données ou alors est-ce qu'on va essayer de les traiter en amont? Ensuite, c'est l'efficacité, la fiabilité de ce système, son autonomie réelle, c'est-à-dire par rapport au schéma que je présentais, où est-ce qu'on va situer le contrôle humain, et puis le contrôle même du fonctionnement de ce système, avec un des enjeux, je pense, les plus importants, c'est la certification d'un tel dispositif.
Voilà, donc après la protection des données, j'en ai parlé, l'impact sur les droits fondamentaux, et puis on peut envisager d'autres paramètres pour évaluer ce système, ce qui signifie qu'en amont, effectivement, quand on va définir un système d'intelligence artificielle, il va falloir intégrer ces paramètres, y compris lorsque on se situe dans un processus judiciaire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, parce que je vois que l'heure tourne. Il y a effectivement des enjeux juridiques qui sont propres à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, où il y a des enjeux juridiques qui découlent de cette mise en œuvre sur la protection de la vie privée, la dignité humaine. L'impact de l'IA n'est pas le même, ou les enjeux ne sont pas les mêmes si on est en matière de responsabilité civile ou si on est en matière de responsabilité pénale. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de manière extrêmement rapide sur, je dirais, l'approche, parce qu'il y a une dimension juridique très forte sur cette question. Si l'on veut effectivement maîtriser l'intelligence artificielle, et je vous invite à prendre connaissance de cet ouvrage qui a été publié au mois de mai dernier, qui s'appelle «L'intelligence artificielle», c'est pas moi qui l'ai écrit, en procès, donc rédigé par Yannick Ménesser, qui est un excellent ouvrage qui balaye un petit peu les problématiques de manière horizontale et de manière verticale. Il faut s'interroger sur le pourquoi, sur la finalité, et sur les clouds où on n'a pas forcément autre chose à mettre. Et puis, il ne faut pas s'étonner de démarches comme on a pu le voir, des dérives. Donc, c'est en ayant connaissance de ces dérives comme Cambridge Analytica, que l'on mesure bien l'importance de réguler l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On va tout d'abord avec Julien poser des questions pour compléter. Ensuite, on va répondre aux questions des internautes. Mais je vois qu'il y a déjà une question qui allait dans notre sens. C'est que tout à l'heure, vous avez parlé de la question de la responsabilité. C'est-à-dire que vous avez dit qu'il n'y avait pas de vide juridique dans la thématique de l'IA, mais quid des questions de responsabilité pénale et l'exemple de la voiture autonome, par exemple. Qui prend la décision est-ce que c'est le conducteur qui doit mourir ou est-ce que c'est les personnes sur le passage piéton? Alors, c'est une excellente question, et je pense que c'est même un très bon modèle de réflexion sur effectivement les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle. Si on prend une voiture, en général, c'est le conducteur qui est responsable effectivement du comportement de la voiture, et donc qui va être responsable de l'accident. De manière plus occasionnelle, ça peut être le constructeur pour un défaut, encore que ce soit souvent très très difficile à démontrer. Là, en l'occurrence, si on a un véhicule autonome, on peut je vais réfléchir à haute voix. Je n'ai pas de solution, surtout que ça n'est pas encore pleinement validé sur le plan national. Il y a des expérimentations, mais la responsabilité, c'est laquelle? C'est celle du constructeur, qui en fait est un intégrateur de technologie, qui achète, intègre, assemble des pièces, y compris des outils de navigation. Est-ce que c'est le programmeur d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est le propriétaire du véhicule, y compris dans sa responsabilité éventuellement de mettre à jour le système de navigation et de pilote, si on a un système qui est performant mais qui nécessite une mise à jour, et que le loueur, ne met pas à jour son système, eh bien, est-ce qu'il n'engagera pas sa responsabilité si son loueur vient avoir un accident de la circulation? Est-ce que c'est la responsabilité de l'usager, parce que
même si le véhicule est autonome, est-ce qu'on ne va pas attendre qu'il garde la capacité de reprendre la main sur le véhicule dans l'hypothèse d'une situation imprévue, hein, où le système de navigation et de pilotage n'est pas capable de répondre. On peut on peut envisager par exemple un 4x4 s'il part en race campagne, effectivement. Il est moins à même de naviguer que s'il est sur une route balisée, etc. Donc voilà, je crois que c'est un très bon exemple. On peut, à partir des outils juridiques sur la responsabilité civile, aujourd'hui apporter des réponses, mais peut-être que demain, il faudra les préciser, hein, et vous voyez bien qu'il n'y a pas de vide juridique, mais il y a des interrogations sur la nécessité ou non d'adapter un cadre juridique. D'accord, merci. Vas-y, Juliane, je t'en prie. Oui, alors nous, on avait une question, c'était de savoir, en fait, dans quelle mesure l'IA va-t-elle, d'un point de vue du coup juridico-légal, transformer à la fois votre profession et les professions de votre environnement, que ce soit justement d'avocat, de magistrat, de juriste. Alors, elle a déjà transformé ses professions, mais à des niveaux différents. Pour les magistrats, je dirais qu'elle, pour l'instant, elle la transforme faiblement. Elle l'a transformée, je dirais, grâce au développement de bases de données, grâce aussi à des outils assez simples de reconnaissance de caractère ou de reconnaissance d'image. Alors, dans des cadres qui sont différents, mais qui sont utilisés, hein. On utilise la reconnaissance faciale pour éventuellement identifier des personnes et donc pouvoir leur imputer des infractions. On utilise la reconnaissance de caractère pour faire du traitement de texte de manière assez classique. Et puis les bases de données, effectivement, qui sont alimentées et que l'on utilise pour élaborer une décision. Pour les avocats, c'est beaucoup plus important puisqu'il y a des outils pilotés par intelligence artificielle qui quantifient l'aléa judiciaire, l'aléa juridictionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'un certain nombre de paramètres, et c'est là où la notion de modèle joue, qui sont propres à un type de contentieux, hein, le contentieux de la propriété intellectuelle n'est pas celui du divorce, par exemple, d'essayer de définir l'âge des personnes, le nombre d'enfants, si on est en matière de divorce, la notoriété d'une marque, le nombre de produits, etc., de déterminer je dirais, un schéma, enfin, ou plutôt une figure concernant la probabilité ou l'aléa d'une décision, c'est-à-dire un niveau d'indemnisation, par exemple. Voilà. Et donc, ça va permettre à un avocat, de manière beaucoup plus visible, d'avoir une connaissance précise de la perspective raisonnable ou en tout cas de l'intervalle ou des intervalles dans une décision recherchée, et donc de se positionner, de bénéficier d'un soutien dans le conseil qu'il va apporter à ce client. Vous avez des avocats qui, par exemple, vont dire à leurs clients, c'est pas la peine de faire appel parce que, compte tenu de ce qui a été décidé, compte tenu des éléments du dossier, eh bien, la perspective d'avoir une décision différente en appel, elle est extrêmement faible. Voilà. Donc ça modifie de manière très utile puisque ça renforce la qualité de conseil. Ça ne la remplace pas, hein, ça ne va pas remplacer l'avocat dans sa capacité, dans son devoir de conseil. Ça ne va pas non plus le remplacer dans l'élaboration d'une argumentation, dans la mise en forme d'un dossier, et puis dans la capacité aussi de faire changer la décision du juge. Parce que l'aléa judiciaire, c'est peut-être 90% de probabilité qu'une décision soit rendue dans ce sens, mais ça veut dire aussi qu'il y a 20% qui peuvent être soit pour des raisons factuelles, soit pour des raisons purement juridiques, rendues dans un autre sens. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt à la fois de l'outil et de son usage par la profession. On a l'illustration, effectivement, que dans les domaines à forte valeur ajoutée, notamment intellectuelle, l'intelligence artificielle apporte des solutions, mais elle ne peut pas remplacer le professionnel. Alors, il y a des inquiétudes, effectivement. Peut-être que dans un avenir assez proche, un avocat qui n'aura pas ces outils
pourraient s'exposer à une responsabilité du fait que le conseil qu'il leur a donné aurait été invalidé par le recours à l'usage d'un tel outil. Et donc, l'absence de cet usage, de la mise à disposition d'un tel outil serait aussi fautive que l'ignorance d'une jurisprudence bien connue, bien établie. Voilà, donc ça transforme déjà la pratique professionnelle. Mais justement, comment on rend intelligible une décision qui est prise ou du moins qui a été rendue grâce à l'aide de l'IA aux yeux du citoyen lambda qui déjà il a du mal à connaître le droit. En plus, s'il y a de l'IA derrière, comment il fait lui pour comprendre que la décision de justice elle est intelligible et surtout qu'elle va dans le bon sens? Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a l'utilisation d'un outil pour le conseil. Le juge aujourd'hui ne dispose pas réellement d'outils d'aide à la décision tels que je l'ai évoqué. Pourquoi? D'abord parce que les outils dont disposent les avocats ne sont, à mon avis, pas exploitables pour le juge. Ce n'est pas du tout la même finalité. Dans un cas, c'est le conseil avec une probabilité. Pour le juge, il s'agit de décider. Donc, il faut se prémunir d'un effet performatif qui serait, eh bien, le juge clique sur un certain nombre de paramètres et à la fin, il a une décision qui correspond à peu près à ce qui a déjà été jugé par tous ses collègues, ce qui fait que par effet d'entraînement, eh bien, il n'y a plus de variabilité, il n'y a plus de possibilité de s'adapter ou de faire évoluer une décision. Donc, le risque, effectivement, qu'on soit confronté à ce type de décision, en tout cas en Europe et en particulier en France, on en est encore un petit peu loin. Il n'y a pas d'investissement dans ce domaine-là. Après, il faudra comprendre deux choses. D'abord, c'est que si on introduit et on remplace progressivement l'intelligence artificielle dans le travail du juge, on va remplacer le juge par le mathématicien ou par l'informaticien. Donc, on aura toujours quelque part une intervention humaine. Elle sera peut-être plus distante, elle sera moins visible, mais elle sera toujours là. Et donc, la difficulté, c'est ce que j'évoquais au départ, c'est bien le modèle, c'est-à-dire comment on modélise l'élaboration d'une décision. Quand il s'agit de sanctionner un excès de vitesse, c'est simple. Quand il s'agit d'arbitrer, y compris sur une pension alimentaire, ça n'est jamais simple parce qu'il y a une part d'humanité dans la perception des situations, dans la manière de les présenter et dans la manière, effectivement, d'apporter une réponse. J'évoquais l'article 120 tout à l'heure de la loi de 78. On a quand même un cadre qui permet non pas d'exclure l'intelligence artificielle du processus décisionnel, mais de faire en sorte qu'il ne soit pas exclusif de cette décision. Et justement, actuellement, en France, on en est où? Enfin, par exemple, les cabinets d'avocats, est-ce qu'ils sont équipés? Ils commencent à être équipés? Ils sont réfractaires? Ils sont plutôt pour? Ils sont extrêmement demandeurs parce que il y a plein de raisons, hein, mais d'abord, on a un droit qui évolue très rapidement. On a une masse de données juridiques qui est considérable et qui est difficile à appréhender. Donc cet outil va apporter une synthèse, je dirais, visuelle assez rapide. Et c'est aussi un outil de conviction, c'est-à-dire ça permet dans le conseil de dire, voilà, on a passé au tamis de notre outil d'intelligence artificielle qui nous situe dans tel ou tel intervalle, dans telle ou telle zone d'aléa. Et donc, voilà, notre conseil par rapport à ça, il est là, ou même si la perspective de succès elle est très faible, eh bien, nous, on est capable de dire, voilà, ça mérite peut-être de chercher, de tenter de renverser la tendance, mais d'une manière assez éclairée. Donc, pour des cabinets qui sont, je dirais, ouverts à ce type de technologie, je crois que tout le monde, ils sont extrêmement preneurs. Cela se développe à la fois dans les cabinets, ça se développe aussi dans les contentieux, hein, puisque les modèles de contentieux sont différents. Donc, pour paramétrer ces outils, eh bien, il faut se situer contentieux par contentieux. Et il faut, la réalité est que ce sont souvent des avocats
hein, qui contribuent à la définition de ces modèles qui vont être développés par voilà, les entreprises d'intelligence artificielle appliquées au droit. Donc, voilà, je pense que ça se développe. Il y aura peut-être des enjeux en termes de moyens, hein, sur le coût de ces outils. Mais je crois que cela a vocation à se développer à très grande vitesse. D'accord. Et vas-y, je t'en prie, Julien. Non, et juste par rapport à ça, par rapport à la formation, en fait, que ce soit des futurs avocats, des juristes, des magistrats, est-ce qu'il y a des choses qui déjà sont mises en place un peu pour former les équipes à ce genre d'outils? Alors, il y a effectivement, notamment chez les avocats, hein, alors il y a deux aspects. Il y a la formation à l'outil lui-même. Je pense que la promotion de ces outils par les entreprises qui les commercialisent est assez naturelle. Donc, il y a une connaissance de ces outils qui se développe et une formation sur l'usage des outils. Ensuite, il y a la nécessité d'une formation sur le fonctionnement, les enjeux, je dirais, juridiques, de responsabilité de ces outils. Je l'évoquais tout à l'heure. Je l'utilise ou je ne l'utilise pas. Si je ne l'utilise pas, est-ce que je n'engage pas ma responsabilité? Et puis, il y a quelque chose qui est encore un niveau un petit peu supérieur, qui est de s'approprier ces outils. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une application et puis l'utiliser parfaitement en renseignant les paramètres. Mais si l'on veut, il y a une nécessité, ou il y a une tendance à faire évoluer les systèmes, et donc il faut être capable de se les approprier. Je pense que chez les avocats, c'est une réalité parce qu'ils sont associés au développement des modèles. Du côté de la justice, c'est moins évident et c'est peut-être un peu dommage parce que s'il ne s'agit pas de remplacer les juges, il peut y avoir un intérêt à lui apporter des outils qui facilitent son travail, lui permettent de se concentrer vraiment sur la décision. Alors, on a une question dans les commentaires qui est de savoir si, supposons qu'une personne crée un algorithme et cet algorithme fait par l'IA crée une musique, un scénario ou une œuvre d'art, par exemple. À qui vont dans les droits d'auteur dans ce cas-là? Alors, je ne vais pas faire une pirouette, mais bon, vous avez quelques esprits taquins euh, qui invitent à définir une personnalité juridique pour le robot, pour l'intelligence artificielle, etc. Bon, derrière la machine, il y a toujours un être humain. Il y a un propriétaire. Donc, on peut envisager, je n'ai pas de réponse définitive, ce que je vais dire n'est pas un avis juridique ayant une quelconque valeur. C'est simplement pour aider à réfléchir. Ça peut être celui qui utilise l'outil. À partir du moment où vous avez une telle application, forcément, vous l'alimentez. Le fait de l'alimenter va l'orienter. Donc, celui qui l'utilise peut revendiquer des droits d'auteur parce que la machine n'a pas de personnalité juridique. Et puis, vous pouvez avoir des systèmes autonomes. Imaginez, par exemple, dans un supermarché, un directeur de magasin qui veut avoir tous les jours des musiques différentes. Il n'est pas intéressé par comment faire fonctionner l'outil. Simplement, il achète un outil qui va produire de la musique tous les jours. Il peut y avoir un droit d'auteur sur l'inventeur du système qui va tous les jours produire une musique de supermarché différente et qui peut-être considérer qu'il a un droit pour déposer, enfin qu'il dispose de droits sur cette musique. Donc voilà, il y a toujours matière à réflexion et je crois que c'est une très bonne question qui n'appelle pas de réponse univoque. Alors peut-être une dernière question sur, vous aviez parlé en introduction du RGPD qui est arrivé au sein de l'Europe. Qu'est-ce que l'IA a apporté, mais a aussi imposé plus précisément au RGPD? Parce que maintenant, dans les entreprises, tout le monde parle de RGPD, il faut qu'on ait notre norme RGPD. Et en même temps, il y a cette IA qui monte, le big data qui est présent. Qu'est-ce que impose l'IA concrètement au RGPD quotidiennement pour les entreprises, mais aussi pour les collectivités et l'État de manière générale?
Alors, le RGPD, il impose des règles qui ne sont pas remises en cause parce que lorsque le RGPD a été adopté, nous avions déjà des outils d'intelligence artificielle. Donc, ce que fait le RGPD, c'est il apporte une protection extrêmement forte sur les données personnelles. C'est-à-dire que celui qui collecte, celui qui traite des données personnelles, quelles que soient les modalités, que ce soit un répertoire téléphonique ou que ce soit un outil de pilotage de véhicules, par exemple, qui peut communiquer avec d'autres véhicules, qui peut communiquer, pourquoi pas, avec la montre du conducteur, hein, ou qui va détecter une défaillance cardiaque et qui va arrêter le véhicule. Vous voyez, bon, là, on a effectivement une interaction entre des données personnelles extrêmement sensibles et puis le fonctionnement d'une IA. Eh bien, le RGPD, il apporte des contraintes qui sont la circulation des données doit être protégée, éventuellement anonymisée, ce qui est complexe, et qu'elle doit s'inscrire dans des finalités qui soient valides. Mais on voit bien effectivement la pluridisciplinarité qu'implique l'IA va avoir un impact sur les données personnelles et donc sur la nécessité de les protéger au mieux. Merci bien. Alors, on a une question de Léo qui demande, pareil, qui a été posée un peu au début quand justement on parlait des réglementations européennes et françaises, à savoir quel est le degré de soumission des GAFA aux lois et réglementations européennes et françaises et l'utilisateur français est-il réellement protégé par les droits et libertés fondamentalement cités? L'impact de cette législation, il est considérable. Il est considérable. D'abord, il a été considérable du temps de l'élaboration de ces instruments parce que ces grandes entreprises planétaires étaient très inquiètes hein, de cette législation qui est extrêmement protectrice. Bon, ce texte, non seulement dans sa phase de rédaction, donc de négociation, puis sa phase de mise en œuvre, puisqu'il y a toujours il y a eu un délai de 2 ans, leur a permis de s'adapter. Voilà, c'est pour ça que vers le mois de mai 2016, tout le monde a reçu sur son téléphone, son ordinateur, des notifications sur la mise à jour des conditions générales d'utilisation, l'acceptation sur les données personnelles, pour satisfaire au règlement sur la protection des données personnelles. Donc, l'impact, il est réel. J'évoquais les arrêts de la Cour de justice. Ils sont également très importants parce que, en amont, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les données personnelles, elles sont stockées en Europe. Et non seulement elles sont stockées en Europe, mais elles ne peuvent pas circuler librement dans d'autres pays. Ce qui fait que ça peut être une source de friction à la fois entre l'Union européenne et d'autres pays, notamment les États-Unis. Ça peut être aussi des sources de friction entre les États-Unis et l'État fédéral et certaines des entreprises qui sont à la fois implantées aux États-Unis et en Europe, ou alors des confrontations entre des États européens et ces entreprises, parce qu'effectivement, on se doit d'être extrêmement vigilant. Et le niveau de sanction est tel que il y a un effet dissuasif qui est certain, qui n'est pas absolu, mais qui est certain. L'obligation de révéler une faille de sécurité avec les conséquences économiques, c'est quelque chose de très important. Et puis, voilà, la possibilité de paramétrer l'utilisation des données, même si on ne le fait pas tous, c'est quand même un droit essentiel. Et puis, le dernier, mais pas des moindres, on reste propriétaire de nos données. Hein, à l'inverse des États-Unis, où à partir du moment où vous remplissez votre profil, vous mettez des photos sur un réseau social, vous n'êtes plus propriétaire. Donc, c'est une réalité, on ne l'aperçoit pas toujours parce que on voit aussi les dérives, on peut s'inquiéter de mes usages, mais je crois que c'est une réalité. Après, il y a une question sous-jacente, c'est est-ce que ce cadre très rigide n'est pas un obstacle au développement d'entreprises parce qu'effectivement, cela impose des contraintes. Alors, je suis assez prudent là-dessus parce que le marché de la donnée en Europe est quand même très important, avec des particularités, et que c'est le niveau de protection qui permet aussi certains usages. Hein. Si l'on peut, notamment dans le domaine de la médecine,
aller très loin, eh bien c'est aussi parce qu'on s'impose un domaine de protection. Donc je crois qu'il faut voir l'équilibre entre les deux pour pouvoir pondérer en toutes circonstances la question de savoir est-ce que c'est utile ou pas. Merci. Et du coup, une dernière question, parce que le temps passe vite, il est Oui. 26. C'est pas vraiment forcément une question, c'est plus un thème un peu général sur en fait, les limites éthiques, ce qu'il faudrait mettre à l'IA, et justement comment on peut arriver réellement à bien encadrer justement la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, en termes de transparence surtout. Alors, l'éthique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qui permet, je dirais, à une entreprise de s'imposer des limites, à la fois dans la finalité. Est-ce que, encore une fois, si j'utilise, si je collecte, je suis un organe de presse, je collecte des informations, enfin, ou un média, je suis un média, je diffuse des informations, je collecte des informations, est-ce que je l'utilise à des fins de manipulation d'opinion ou est-ce que je l'utilise simplement pour informer? Et donc là, on voit bien la difficulté de la finalité. Et puis l'autre aspect qui est très important, que j'évoquais, c'est sur les moyens. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour collecter des données? Est-ce qu'on informe les personnes de toutes les données collectées, de l'usage que l'on veut en faire, ou alors est-ce que on est beaucoup plus taisant? Et effectivement, le RGPD apporte des réponses, mais il ne répond pas à tout. Et je pense que c'est une réflexion qui doit avoir sa place dès lors que l'on collecte de la donnée et dès lors que l'on la met en œuvre dans un outil d'intelligence artificielle. Voilà. Juste peut-être pour compléter, l'éthique, ça n'est pas un cadre contraignant, c'est un cadre utile, c'est souvent un moment de réflexion, mais ça ne remplace pas effectivement, et c'est pour ça que, notamment au sein du Conseil de l'Europe, il y a un travail très important pour essayer de développer des lignes directrices, peut-être un embryon de cadre juridique pour l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, justement, il y a une charte éthique donc, qui a été rédigée par le Conseil de l'Europe. Oui, voilà. Mais qui n'est pas contraignante. Non, c'est ça, mais je pense que ce soit par rapport au droit ou tous les autres domaines, à partir du moment où on parle d'IA et de l'implanter, il y a une question éthique qui est obligée d'être posée, et pas non, forcément pour être contraignant, mais c'est un cadre qui est nécessaire. Voilà. À travers notamment les paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure. Exactement. Et bien, merci beaucoup. Eh bien, on vous remercie, Monsieur Cassuto. C'est la fin du live. Le temps passe très vite. Et donc, on vous remercie d'être venu sur ces journées de l'IA. C'était le dernier webinaire des journées de l'IA. Donc, on remercie évidemment Plug and Play, l'association numérique, Quid Jurist, l'association juridique, et Genius, l'association de l'entrepreneuriat de l'EM Lyon. On vous remercie, Monsieur Cassuto, d'être venu. Et merci à vous. Merci pour votre invitation. On espère que vous reviendrez aussi, peut-être. On verra. Les prochaines éditions. Avec plaisir. Merci. À tous les viewers, on vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Salut.